Stephen King, lu par Vincent. Le fléau. Sally. Un murmure. Réveille-toi, Sally. Un murmure plus fort. Laisse-moi tranquille. Il la secoua encore. Réveille-toi, tout de suite. Charlie. C'était la voix de Charlie qui l'appelait. Mais depuis combien de temps? Sally remonta des profondeurs de son sommeil. Elle regarda le réveil sur la table de nuit. Il était 2h15 du matin. Charlie aurait dû être à son travail. Elle le vit, et quelque chose bondit en elle, une intuition de mort. Son mari était d'une pâleur mortelle, les yeux lui sortaient de la tête. Il tenait les clés de la voiture dans une main, et il continuait à la secouer de l'autre, même si elle avait déjà ouvert les yeux, comme s'il était incapable de comprendre qu'elle était réveillée. « Qu'est-ce qu'il y a, Charlie? Qu'est-ce qui se passe ?» On aurait dit qu'il ne savait pas quoi répondre. Sa pomme d'Adam s'agita, mais tout était silencieux dans le petit bungalow, à part le tic-tac du réveil. « Il y a le feu ?» demanda-t-elle stupidement. Dans son esprit, c'était la seule chose qui aurait pu le mettre dans cet état. Elle savait que ses parents étaient morts dans l'incendie de leur maison. « Si on veut, dit-il. Mais c'est pire encore. Habille-toi, vite. Prépare la petite, il faut partir. »« Mais pourquoi ?» demanda-t-elle. La terreur s'était maintenant emparée d'elle. Tout paraissait étrange, comme dans un rêve. « Mais où ?» reprit-elle. « Dans la cour ?» Mais elle savait très bien qu'il ne s'agissait pas de cela. Elle n'avait jamais vu Charlie aussi inquiet. Elle prit une profonde respiration, mais ne sentit aucune odeur de fumée. « Sally, ne pose pas de questions, dit Charlie. Il faut partir, très loin. Réveille la petite et habille-la. »« Mais je dois, commença-t-elle. Est-ce qu'on a le temps de faire des bagages ?» La question parut l'arrêter, le faire dérailler. Elle pensait avoir très peur, mais apparemment non. Et elle comprit que ce qu'elle avait pris pour de la peur chez son mari était purement et simplement de la panique. Charlie se passa distraitement la main dans les cheveux. « Je ne sais pas où, il faut voir d'où vient le vent. » Il la laissa sur cette phrase bizarre qui ne signifiait rien pour elle. Il la laissa debout dans le froid, craintive et déconcertée, pieds nus, dans sa petite chemise de nuit de poupée. On aurait dit qu'il était devenu fou. Pourquoi aller voir d'où venait le vent quand elle lui demandait s'ils avaient le temps de faire des bagages? Et très loin, qu'est-ce qu'il voulait dire? Reno, Las Vegas, Salt Lake City? Une idée lui traversa la tête et elle se prit la gorge, affolée. Déserter? S'il fallait partir en pleine nuit, c'est que Charlie voulait déserter? Elle entra dans la chambre où dormait la petite Lavon et resta un moment à regarder l'enfant qui dormait dans son pyjama rose. Elle espérait encore qu'il ne s'agissait que d'un cauchemar terriblement impressionnant. Elle allait se réveiller à 7h, comme d'habitude, ferait manger Lavon, prendrait son petit déjeuner en regardant Today à la télé, et elle serait en train de préparer des œufs sur le plat pour Charlie quand il rentrerait de son travail à 8h, après une nuit dans la tour nord de la réserve. Dans 2 semaines, il reprendrait le service de jour. Il serait de meilleure humeur, il dormirait la nuit avec elle, et elle ne ferait plus de cauchemars. « Dépêche-toi, dit-il d'une voix sifflante, lui ôtant son dernier espoir. « Nous avons juste le temps de prendre quelques affaires, mais pour l'amour de Dieu, si tu aimes la petite, il montrait le berceau, habille-la vite. » Il toussa nerveusement en se couvrant la bouche, sortit quelques vêtements de la commode et les fourra dans 2 vieilles valises. Sally réveilla la petite Lavon aussi doucement qu'elle le put. L'enfant de 3 ans, réveillé en plein sommeil, commença à pleurer. Sally lui mit une culotte, une chemise et une barboteuse. Les pleurs de l'enfant la rendaient encore plus nerveuse. Elle se souvenait de ces autres fois où Lavon, habituellement tranquille comme un ange, s'était mise à pleurer en pleine nuit. Une couche qui lui faisait mal, les dents, les fesses, une colique. Et sa peur se transforma lentement en colère lorsqu'elle vit Charlie passer presque en courant devant la porte, les bras pleins de sous-vêtements. Les bretelles des soutiens-gorge traînaient derrière lui comme des serpentins. Il lança les vêtements dans une valise qu'il ferma brutalement. Le bas de sa plus belle robe était coincé, elle était sûrement déchirée maintenant. « Mais qu'est-ce qui se passe » cria-t-elle, et la petite Lavon, qui s'était un peu calmée, pleura de nouveau. « Tu es fou ! Ils vont envoyer des soldats te chercher, Charlie, des soldats !»« Non, pas ce soir, répondit-il, avec une assurance un peu effrayante. Si nous ne nous manions pas le train, nous ne sortirons jamais de la base. Je ne sais même pas comment j'ai pu foutre le camp de la tour. Une défaillance quelque part.
Pourquoi pas, puisque tout le reste a déconné. Et le rire hystérique qu'il poussa alors les effraya encore davantage. La petite est habillée? Parfait. Mets ses habits dans l'autre valise. Prends le sac bleu dans le placard pour le reste. Et puis on fiche le camp. Je pense qu'on va s'en tirer. Le vent souffle de l'est, heureusement. Il toussa encore. Papa, dit la petite Lavon en levant les bras. Je veux mon papa. Petit cheval, papa, petit cheval. Pas maintenant, répliqua Charlie en disparaissant dans la cuisine. Un moment plus tard, Sally entendit un bruit de vaisselle. Charlie était en train de prendre l'argent liquide qu'elle cachait sous la soupière bleue sur l'étagère du haut. 30 ou 40 dollars qu'elle avait économisés, 50 cents par-ci, parfois $1. C'était son argent à elle. Alors c'était vrai, vraiment vrai. La petite Lavon, privée de jouer au petit cheval avec son père, qui ne lui refusait pratiquement jamais rien, recommença à pleurer. Tant bien que mal, Sally lui mit un chandail, puis jeta pêle-mêle la plupart de ses vêtements dans le berceau. Impossible de rien ajouter dans l'autre valise, déjà pleine à craquer. Elle dut se mettre à genoux dessus pour la fermer. Heureusement que la petite Lavon était propre et qu'elle n'avait plus besoin de couches. Charlie revint dans la chambre. Cette fois, il courait, en fourrant dans les poches de son blouson les billets froissés qu'il avait trouvés dans la soupière. Sally prit la petite. L'enfant était tout à fait réveillé maintenant et aurait parfaitement pu marcher, mais Sally voulait la tenir dans ses bras. Elle se baissa et empoigna le sac bleu. « Où est-ce qu'on va, papa » demanda la petite fille. « Tu sais, moi je dormais très bien. »« Bébé va dormir dans la voiture, » répondit Charlie en s'emparant des deux valises. Le bas de la robe de Sally pendait toujours. Les yeux de son mari avaient l'air vides. Une idée, une certitude commençaient à grandir dans la tête de Sally. « Il y a eu un accident » demanda-t-elle. « Hein, mon Dieu, c'est ça? Un accident, là-bas ?»« Ouais, j'étais en train de faire une patience, » répondit Charlie. « Quand j'ai levé les yeux, les chiffres de l'horloge étaient passés du vert au rouge. J'ai regardé l'écran de contrôle, et Sally, ils sont tous... » Il s'arrêta, regardant les grands yeux de la petite Lavon, encore mouillés de larmes, curieux. « Ils sont tous morts, là-bas, tous, sauf un ou deux. Et sans doute que ceux-là sont morts aussi maintenant. »« Qu'est-ce que c'est, mort, papa » demanda la petite Lavon. « Oh, tu es trop petite pour comprendre, ma chérie, » dit Sally. Sa voix lui fit l'effet de sortir d'un ravin. Charlie avala sa salive, et quelque chose fit un drôle de bruit dans sa gorge. « En principe, » dit Charlie, « tout se ferme automatiquement si les chiffres de l'horloge passent au rouge. Un ordinateur Chubb surveille tout en permanence. En théorie, aucune panne n'est possible. Et quand j'ai vu l'écran de contrôle, j'ai foncé vers la porte. J'ai cru qu'elle allait me couper en deux. Elle aurait dû se fermer dès que l'horloge est passée au rouge, et je ne sais pas depuis combien de temps elle était sur le rouge quand je m'en suis aperçu. Mais j'étais presque rendu au parking quand j'ai entendu la porte claquer derrière moi. Si j'avais regardé 30 secondes plus tard, je serais enfermé maintenant dans la salle de contrôle de la tour, comme une mouche dans une bouteille. « Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... » demanda Sally. « Je ne sais pas, » la coupa Charlie, « et je ne veux pas savoir. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont morts très vite. S'ils veulent me rattraper, il faudra qu'ils courent vite. On me payait une prime de risque, mais pas assez pour que je reste traîné là-bas. Le vent souffle vers l'ouest, on part à l'est. Allez, viens !» Comme à moitié endormie, en plein milieu d'un horrible cauchemar, elle le suivit jusqu'à la Chevrolette, vieille de 15 ans, qui rouillait tranquillement dans la nuit odorante du désert californien. Charlie lança les valises dans le coffre et le sac sur la banquette arrière. Sally resta un moment devant la portière de droite, le bébé dans ses bras, regardant le bungalow où ils avaient vécu ces 4 dernières années. Quand ils s'y étaient installés, pensa-t-elle, la petite Lavon grandissait encore dans son ventre, attendant le jour où elle jouerait au petit cheval avec son papa. « Dépêche-toi! Allez, viens !» répéta Charlie. Elle ouvrit la portière et monta dans la voiture. Il recula. Les phares de la Chevrolette illuminèrent un moment la maison. Leurs reflets dans les fenêtres ressemblaient aux yeux d'une bête traquée. Tendu, Charlie était collé sur son volant. La lueur des instruments du tableau de bord éclairait faiblement son visage. « Si les grilles de la base sont fermées, je vais essayer de les défoncer, » dit-il. Et il était sérieux, elle en était sûre. Elle sentit ses genoux mollir. Mais il ne fut pas nécessaire de défoncer les grilles. Elles étaient grandes ouvertes. Un gardien somnolait devant un magazine. Elle ne put voir l'autre. Peut-être était-il aux toilettes. On était ici dans le périmètre extérieur de la base, un simple dépôt de véhicules militaires. Ce qui se passait au centre de la base n'était pas l'affaire de ces deux types.
J'ai levé la tête et j'ai vu que l'horloge était passée au rouge, avait dit Charlie. Elle frissonna et posa la main sur la cuisse de Charlie. La petite Lavon s'était rendormie. Charlie tapota la main de Sally. Tout ira bien, tu vas voir. À l'aube, il traversait le Nevada à toute allure en direction de l'est. Charlie toussait beaucoup. La station-service Texaco de Abscombe sommeillait au bord de la nationale 93 à la sortie nord d'Arnett, un bled paumé de 4 rues à près de 200 km de Houston. Ce soir-là, tous les habitués étaient assis devant la caisse enregistreuse, en train de boire leur bière, de bavarder de tout et de rien, de regarder les moustiques s'écraser sur l'enseigne au néon. Bill Abscombe était chez lui, dans sa station-service. Alors, il fallait bien le respecter un peu, même si c'était le roi des cons. Les autres en auraient attendu autant des copains s'ils avaient eu eux aussi un commerce, ce qui n'était pas le cas. Les temps étaient durs à Arnett. En 1980, la ville possédait encore 2 industries, une cartonnerie qui fabriquait surtout des assiettes et des gobelets de pique-nique, et une usine de calculatrices électroniques. La cartonnerie avait fermé depuis, et l'usine de calculatrices battait de l'aile. On les fabriquait bien meilleur marché à Taïwan, comme les transistors et les téléportatives. Norman Bruett et Tommy Wanamaker avaient bossé autrefois à la cartonnerie. Comme ils n'avaient plus droit au chômage, ils vivaient maintenant de l'aide sociale. Henry Carmichael et Stu Redman travaillotaient tous les deux à l'usine de calculatrices, rarement plus de 30 heures par semaine. Victor Palfrey était à la retraite. Il fumait d'infectes cigarettes qu'il roulait lui-même, faute de pouvoir se payer autre chose. « Et moi, voilà ce que je vous dis, pérorait Abscombe, penché en avant, les mains sur les genoux. Ils n'ont qu'à dire merde à l'inflation, merde à la dette nationale. On a les imprimeries, on a le papier. Suffit d'imprimer 50 millions de billets de $1000 et on les met en circulation, bordel de merde. » Palfrey, qui avait été mécanicien jusqu'en 1984, était le seul à avoir assez de culot pour relever les plus grosses idioties de Hap. Il se roulait encore une autre de ses cigarettes qui puait la merde. « On ne serait pas plus avancé, dit-il. S'ils font ça, on se retrouvera comme les sudistes pendant la guerre de sécession. Dans ce temps-là, quand tu voulais un bout de pain d'épices, tu donnais $1 sudiste à l'épicerie. Elle posait ta pièce sur le pain d'épices et elle t'en coupait un bout pas plus gros. L'argent, c'est rien d'autre que du papier, tu sais. » « Moi, je connais des gens qui sont pas de ton avis, répondit Hap, d'un air renfrogné, en ramassant sur son bureau un cartable de plastique rouge maculé de graisse. Je dois du fric à tous ces mecs-là, et ils commencent à s'énerver. Stuart Redman, sans doute l'homme le plus tranquille d'Arnett, était assis comme les autres sur une chaise de plastique à moitié défoncée, une boîte de bière Pabst à la main. Il regardait la Nationale 93 derrière la baie vitrée de la station-service. La dèche, il connaissait. Il n'avait même jamais connu autre chose depuis l'âge de 7 ans, quand son père, un dentiste, avait eu la brillante idée de crever en laissant derrière lui une femme et 3 enfants. Sa mère avait trouvé du travail dans un restaurant de routier, Red Ball Truck, juste à la sortie d'Arnett. Stu aurait pu le voir de là où il était assis si le resto n'avait pas brûlé en 1979. Suffisant pour que les 4 ne crèvent pas de faim, mais pas plus. À 9 ans, Stu avait commencé à travailler. D'abord pour Rug Tucker, le propriétaire du Red Bull. Il l'aidait à décharger les camions après l'école pour 35 cents de l'heure. Ensuite, à l'abattoir de Bentry, la ville voisine. Il avait dû tricher sur son âge pour avoir le droit d'y travailler 20 heures par semaine, un boulot à se casser les reins, salaire minimum. Et maintenant, tandis qu'il écoutait Hap et Vic discuter de l'argent et de la mystérieuse manière qu'il avait de vous filer entre les doigts, il se souvenait que ses mains saignaient au début, à force de tirer tous ses chariots de peau et de boyaux. Il avait essayé de le cacher à sa mère, mais elle s'en était rendue compte moins d'une semaine après. Elle avait un peu pleuré. Pourtant, elle n'avait pas la larme facile. Mais elle ne lui avait pas demandé de quitter son emploi. Elle comprenait la situation. Réaliste, la mère. Si Stuart était un homme silencieux, c'était sans doute qu'il n'avait jamais eu d'amis, ni le temps d'en avoir. L'école, et puis le boulot. Son plus jeune frère, Dave, était mort d'une pneumonie l'année où il avait commencé à travailler à l'abattoir, et Stu n'avait jamais pu vraiment l'oublier. Peut-être parce qu'il se sentait coupable. Dave était son préféré, mais avec sa disparition, c'était aussi une bouche de moins à nourrir. Au lycée, il avait découvert le football, et sa mère l'avait encouragé à jouer, même s'il allait avoir moins de temps pour gagner des sous. « Tu dois jouer, disait sa mère. Si tu as une chance de t'en sortir, c'est avec le football. Oui, tu dois jouer. Pense à Eddie Warfield. »
Eddie Warfield, c'était le héros local. D'une famille encore plus pauvre que celle de Stu, il s'était couvert de gloire comme centre arrière dans l'équipe régionale junior, ce qui lui avait valu une bourse à l'Université du Texas. Puis il avait fait 10 ans comme professionnel dans l'équipe des Green Bay Packers, le plus souvent comme remplaçant, ce qui ne l'avait quand même pas empêché de se faire remarquer plusieurs fois. Eddie était maintenant propriétaire d'une chaîne de fast-food dans l'ouest et le sud-ouest. Pour les gens du coin, il était devenu un personnage de légende. À Arnett, si vous parliez de succès, vous parliez d'Eddie Warfield. Stu n'était pas une étoile sur le terrain, et il n'était pas Eddie Warfield non plus. Un an avant de terminer le lycée, il avait quand même bien cru pouvoir décrocher une bourse dans une petite université à cause de ses talents sportifs. Et puis, il y avait les programmes de stage pour les étudiants, et le conseiller d'orientation lui avait parlé de pré-bourse. Mais sa mère était tombée malade et avait dû arrêter de travailler, le cancer. 2 mois avant qu'il passe son diplôme, elle était morte. Stu avait donc dû abandonner ses études pour s'occuper de son frère Bryce, et il était entré à l'usine de calculatrice. En fin de compte, c'était Bryce, 3 ans plus jeune que Stu, qui s'en était bien tiré. Il travaillait maintenant dans le Minnesota chez IBM comme analyste de système, mais il n'écrivait pas souvent. La dernière fois que Stu l'avait vu, c'était à l'enterrement, quand Stu avait perdu sa femme, morte exactement du même cancer que sa mère. Peut-être que Bryce se sentait coupable lui aussi, qu'il avait un peu honte de son frère, ce pauvre type qui traînait ses savates dans une petite ville moribonde du Texas, qui pointait tous les jours dans une fabrique de calculatrices et allait ensuite tuer le temps chez App ou encore au bar Indian Head à boire de la Lone Star. Son mariage avait été le plus grand moment de sa vie, il n'avait duré que 18 mois. Un seul enfant était sorti du ventre de sa jeune femme, tout bleu. Il y avait 3 ans de cela. Depuis, il avait pensé s'en aller, voir ailleurs si c'était mieux, mais il s'était laissé prendre par la torpeur des petites villes, le chant des sirènes qui l'attachait à ces lieux familiers, à ces mêmes visages de toujours. On l'aimait bien à Arnett. Vic Palfrey lui avait même fait un jour les plus beaux des compliments quand il lui avait dit qu'il faisait partie des Boys. Vic et App discutaient toujours le coup. Un peu de soleil traînait encore dans le ciel, mais tout le reste était plongé dans l'ombre. Il ne passait plus beaucoup de voitures sur la nationale 93, une des raisons pour lesquelles les factures s'empilaient sur le bureau de App. Tiens, justement, en voilà une, se dis-tu. Elle était encore à 500 mètres. Les derniers rayons du soleil faisaient briller ce qui lui restait de chrome sous la poussière. Stu avait une bonne vue. C'était une très vieille Chevrolette, peut-être une 75. Une Chevrolette, phare éteint. Elle ne faisait pas plus de 25 à l'heure, en zigzagant sur toute la largeur de la route. Personne ne l'avait encore vue, sauf lui. « Bon, alors, supposons que tu as pris un crédit sur ta station-service, disait Vic, et supposons que la mensualité soit de 50 $. Ah, tu me fais marrer, c'est bien plus que ça, dit App. Mais ça fait rien, c'est juste un exemple, reprit Vic. Disons 50. Et supposons que le gouvernement fédéral t'imprime un plein camion de fric. Bon, eh ben les types de la banque vont revenir te voir et ils vont te demander 150. Et tu seras autant dans la merde qu'avant. Oui, c'est vrai, intervint Henri Carmichael. App lui lança un regard furibond. Il savait que Henri, Hank pour les intimes, venait prendre des coca dans le distributeur sans payer la consigne. Mieux que ça, Hank savait que lui savait. Alors, s'il voulait prendre parti pour quelqu'un, il avait intérêt à se mettre de son côté. Pas nécessairement, dit App, en mettant en branle les pesants rouages de son cerveau mal dégrossi par 9 années d'école. Et il se mit à expliquer pourquoi. Mais Stu ne savait qu'une seule chose, ils étaient tous dans un sale merdier. Et il n'écoutait déjà plus la voix de App qui ronronnait dans ses oreilles. Il regardait la voiture tanguer et louvoyer sur la route. Elle ne risquait pas d'aller bien loin comme ça, pensa-t-il. Il la vit traverser la ligne blanche, et les pneus de gauche mordirent sur l'accotement en soulevant un nuage de poussière. Elle revenait sur la droite maintenant, il resta un petit bout de temps, puis manqua de peu le fossé. Ensuite, à croire que le conducteur avait pris la grande enseigne Texaco pour un phare, elle partit droit sur les pompes, comme un projectile en bout de course. Stu pouvait entendre le hoquet fatigué de son moteur, le gargouillis asthmatique d'un carburateur à bout de souffle, le cliquetis d'un train de soupape complètement déréglé. La voiture rata l'entrée de la piste et heurta la bordure du trottoir. Les panneaux lumineux des pompes faisaient des reflets sur le pare-brise crasseux de la Chevrolette, si bien qu'on ne voyait pas grand-chose à l'intérieur. Mais Stu vit vaguement la silhouette du conducteur basculer sur le côté, sous le choc, et la bagnole continuait sur sa lancée à 25 à l'heure, sans paraître vouloir ralentir.
Alors, avec plus d'argent en circulation, tu vois bien que, continuait Hap. Hé, Hap, tu ferais mieux de couper tes pompes, dit tranquillement Stu. Les pompes? Et pourquoi? Norm Bruette s'était retourné pour regarder dehors. Nom de Dieu! Stu se leva, se pencha par-dessus Tommy Wanamaker et Hank Carmichael et ferma les 8 interrupteurs d'un seul coup, 4 de chaque main. Il fut donc le seul à ne pas voir la Chevrolette quand elle défonça les pompes du premier îlot. Elle rentra dedans avec une lenteur implacable, presque grandiose. La voiture arriva bien calmement à 25 à l'heure, comme un corbillard. Le châssis racla l'îlot de béton avec un grand bruit de métal, et quand les roues cognèrent contre le bord, tout le monde, sauf Stu, vit la tête du conducteur basculer mollement en avant et frapper le pare-brise qui s'étoila. La Chevrolette sauta en l'air comme un vieux chien à qui on donne un coup de pied. Elle faucha la pompe de Super, qui roula par terre en crachant un peu d'essence. Le pistolet se décrocha et s'arrêta un peu plus loin. Il brillait à la lumière des tubes fluorescents. Ils virent tous le pot d'échappement lâcher une gerbe d'étincelles en frottant sur le ciment. Hap, qui avait assisté à l'explosion d'une station-service au Mexique, se protégea instinctivement les yeux en attendant la boule de feu. Mais l'arrière de la Chevrolette fit un petit écart et retomba sur la piste du côté de la station-service. Puis l'avant s'écrasa contre la pompe d'essence sans plomb qui bascula avec un bang étouffé. Comme si elle savait parfaitement ce qu'elle faisait, la Chevrolette termina son virage à 360 degrés en frappant de nouveau l'îlot, mais cette fois de côté. L'arrière monta sur le trottoir et renversa la pompe d'essence ordinaire. Et là, la voiture s'arrêta, traînant derrière elle son pot rouillé. Elle avait détruit les 3 pompes du premier îlot, le plus proche de la route. Le moteur continua de hoqueter quelques secondes, puis s'arrêta. Et ce fut ensuite le silence, un silence total. « Bordel de bordel !» dit Tommy Wanamaker en respirant un grand coup. « Est-ce qu'elle va sauter, Hap ?»« Oh, ce serait déjà fait, » répondit Hap en se levant. Dans sa hâte, il donna un coup d'épaule dans le présentoir des cartes routières, en voyant valdinguer le Texas, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Il jubilait, sans trop oser y croire. Les pompes étaient assurées et l'assurance payée. Marie lui avait toujours dit de payer l'assurance avant tout le reste. « Eh ben, il devait être plein comme une bourrique, » dit Norm. « J'ai vu ces stops, » hurlait Tommy, tout excité. « Ils se sont pas allumés une seule fois. Bordel de bordel. S'il avait fait du 100 à l'heure, on serait tous morts. » Ils se précipitèrent dehors, Hap en tête, Stu le dernier. Hap, Tommy et Norm arrivèrent ensemble devant la voiture. Ils pouvaient sentir l'odeur de l'essence et entendre le lent cliquetis du moteur qui se refroidissait. Hap ouvrit la portière de gauche et l'homme qui se trouvait au volant s'effondra comme un sac de linge sale. « Nom de Dieu !» cria Norm Bruette. Il avait presque hurlé. Il se retourna, prit son gros bide à 2 mains et vomit. Pas à cause de l'homme qui était tombé par terre. Hap l'avait rattrapé juste à temps avant qu'il ne s'écrase sur le ciment. Mais à cause de l'odeur qui sortait de la voiture, une puanteur de sang, d'excréments, de vomi et de pourriture. Une riche odeur de mort. Un instant plus tard, Hap prenait le conducteur sous les bras et le tirait derrière lui. Tommy se précipita pour soulever les pieds qui traînaient par terre. À 2, ils le transportèrent jusqu'au bureau. Dans la lumière crue des tubes au néon qui pendaient du plafond, leurs visages étaient blancs, granuleux comme du fromage blanc. Hap ne pensait plus à l'assurance. Les autres regardaient encore dans la voiture, puis Hank se retourna, une main sur la bouche, le petit doigt en l'air, comme quelqu'un qui lève son verre pour porter un toast. Il fila au bout de la station-service et rendit tout son dîner. Vic et Stu avaient encore la tête dans la voiture. Ils se reculèrent, se regardèrent, puis se penchèrent à nouveau. Du côté du passager, il y avait une jeune femme, la robe retroussée jusqu'en haut des cuisses. Appuyé contre elle, un petit garçon ou une petite fille, 3 ans peut-être. Tous les deux morts. Le cou gonflé comme une chambre à air, violacé comme un gros bleu, des poches noires sous les yeux. On aurait dit, expliquera Vic plus tard, des joueurs de baseball qui se mettent du noir sous les yeux pour ne pas être éblouis par le soleil. Leurs yeux gonflés regardaient dans le vide. La femme tenait la main de l'enfant. Sous leur nez, il y avait une épaisse coulée de morve sèche. Des mouches bourdonnaient autour d'eux, se posaient sur la morve, trottinaient dans leur bouche béante. Stu avait fait la guerre, mais il n'avait jamais rien vu d'aussi horrible. Et ses yeux revenaient constamment sur ses 2 mains nouées l'une à l'autre. Stu et Vic reculèrent ensemble, sans oser se regarder. Puis ils repartirent vers la station-service. Derrière la vitre, Hap beuglait quelque chose au téléphone.
Norm les suivait un peu plus loin et regardait de temps en temps par-dessus son épaule. La portière du conducteur était restée ouverte. Pendus au rétroviseur, des chaussons de bébé se balançaient lentement. Debout à la porte, Hank s'essuyait la bouche avec un mouchoir malpropre. « Seigneur !» dit-il d'un air malheureux, et Stu hocha la tête. App raccrochait. Le conducteur de la Chevrolette était couché par terre. « L'ambulance sera là dans 10 minutes. Vous croyez qu'ils sont... » fit-il, en agitant le pouce dans la direction de la voiture. « Mort ? Oh, tu peux en être sûr, répondit Vic. Son visage creusé avait pris une couleur jaunasse. Il essayait de se rouler une de ses infectes cigarettes, mais les brins de tabac tombaient partout. « Plus mort que ça, j'ai jamais vu, ajouta-t-il. Il regarda Stu, et Stu hocha la tête en fourrant ses mains dans ses poches. Il avait mal au cœur. L'homme couché par terre se mit à gémir, une sorte de gargouillis qui lui sortait de la gorge. Ils le regardèrent tous. Au bout d'un moment, ils comprirent qu'il parlait, ou du moins qu'il essayait. App s'agenouilla à côté de lui. Après tout, c'était sa station-service. À vrai dire, il n'était pas tellement en meilleur état que la femme et l'enfant dans la voiture. Son nez coulait comme une passoire, et sa respiration faisait un bruit bizarre, un bruit de mer, comme si quelque chose clapotait au fond de sa poitrine. Il avait de grosses poches sous les yeux, pas encore noirs, mais violet foncé. Son cou avait l'air trop gros, et la peau plissait en formant un triple menton. Il brûlait d'une terrible fièvre. Près de lui, on aurait cru être accroupi à côté d'un barbecue quand on vient de mettre des charbons bien rouges. « Le chien !» bredouilla l'homme. « Vous l'avez sorti ?» « Monsieur, » répondit App en le secouant doucement, « j'ai appelé l'ambulance, on va s'occuper de vous. »« L'horloge était rouge !» grogna l'homme par terre. Puis il se mit à tousser, une série d'explosions qui catapultèrent hors de sa bouche de longs filets glaireux. App se recula en grimaçant de dégoût. « On ferait mieux de le retourner, dit Vic. Il est en train de s'étouffer. » Mais avant qu'il n'ait eu le temps de le faire, la toux s'éteignit et l'homme recommença à respirer difficilement avec un bruit de forge. Il cligna les yeux lentement et regarda autour de lui. « C'est où, ici ?»« Arnett, » expliqua App. « Station-service de Bill Abscombe. Vous avez démoli mes pompes, mais vous en faites pas, s'empressa-t-il d'ajouter. Je suis assuré. » L'homme couché par terre essayait de s'asseoir. Finalement, il renonça et posa la main sur le bras de App. « Ma femme, ma petite fille. »« Elles vont bien, » répondit App en souriant, comme un chien idiot. « Je suis malade, très malade, » reprit l'homme. « Elles aussi, depuis 2 jours. » Sa respiration faisait un bruit bizarre, comme un grondement. Il referma lentement les yeux. « Malade, on est parti assez vite. » Ils entendaient hurler la sirène de l'ambulance d'Arnett. Elle était encore loin. « Tu parles » murmurait Tommy Wanamaker. « Tu parles d'une histoire ?» Les paupières du malade battirent encore, et il ouvrit les yeux. Cette fois, ils étaient remplis d'angoisse. Il essayait encore de se redresser. La sueur dégoulinait sur son visage. Il reprit le bras de App. « Sally et la petite vont bien ?» demanda-t-il d'une voix anxieuse. L'homme bavait abondamment, et App le sentait brûler de fièvre. Ce type était malade, à moitié fou, et il puait, comme une vieille couverture de chien, pensa-t-il. « Elles vont bien, » répondit-il un peu trop vite. « Mais restez tranquille, ne vous faites pas de mouron, d'accord ?» L'homme se laissa retomber. Sa respiration était de plus en plus difficile. App et Hank l'aidèrent à se mettre sur le côté. On aurait dit qu'il respirait un peu mieux maintenant. « Je me sentais assez bien jusqu'à hier soir, » reprit l'homme. « Je toussais, mais pas trop. Ça m'a pris dans la nuit. Je suis pas parti assez vite. Est-ce que la petite va bien ?» Le reste se perdit dans un borborigme incompréhensible. La sirène de l'ambulance se rapprochait. Stu s'avança vers la baie vitrée pour la voir arriver. Les autres restèrent en cercle autour de l'homme couché par terre. « Qu'est-ce qu'il a, Vic ? T'as une idée ?» demanda App. Vic secoua la tête. « Oh non, c'est le noir total. »« Peut-être la bouffe ?» dit Norm Bruette. « La voiture a une plaque de Californie. Sans doute qu'ils ont mangé n'importe quoi sur la route. Peut-être qu'ils se sont empoisonnés avec un hamburger. Ça arrive. » L'ambulance fit le tour de la Chevrolette pour s'arrêter devant la porte de la station-service. Le gyrophare tournait comme un fou. Il faisait complètement noir maintenant. « Donne-moi la main, je vais te tirer de là !» cria tout à coup l'homme couché par terre. Puis se fit de nouveau le silence. « Empoisonnement, dit Vic. Ouais, possible.
J'espère en tout cas, parce que... Parce que quoi interrogea Hank. Ben, autrement, c'est peut-être un truc qui s'attrape, répondit Vic, en les regardant avec des yeux inquiets. J'ai vu une épidémie de choléra en 58, du côté de Nogales. Ça ressemblait à ça. 3 hommes entrèrent en poussant une civière. Eh ben, mon vieux Hap, dit l'un d'eux, tu peux dire que t'as eu de la chance de pas faire sauter ton gros cul. Le malade, c'est lui? Ils s'écartèrent pour les laisser passer. Billy Vereker, Monty Sullivan, Carlos Ortega, c'est des gars qu'ils connaissaient bien. Il y en a 2 autres dans la voiture, dit Hap, en tirant Monty à l'écart. Une femme et une petite fille, mais elles sont mortes toutes les 2. Merde alors, fit l'ambulancier. Tu es sûr? Ah oui, et le type, il est pas au courant. Vous l'emmenez à Braintree? Je suppose, répondit Monty en le regardant, les yeux écarquillés. Et qu'est-ce que je vais faire des 2 autres dans la voiture? C'est pas mon boulot. Si tu peux téléphoner aux flics, dit Hap. Ça ne te fait rien si je viens avec toi? Bah non, évidemment, répondit Monty. Ils allongèrent l'homme sur la civière. Il sortait déjà quand Hap s'approcha de Stu. Je vais à Braintree avec le type. Tu peux appeler les flics? Naturellement, répondit Stu. Et Marie aussi, dis-lui ce qui s'est passé. Ok. Hap trotta jusqu'à l'ambulance et grimpa à l'arrière. Billy Vereker referma les portières derrière lui, puis appela les 2 autres. Il regardait à l'intérieur de la Chevrolette, fasciné. Quelques instants plus tard, l'ambulance repartait, sirène hurlante, traçant des éclats sanglants avec son gyrophare sur le ciment de la station-service. Stu s'avança vers le téléphone et glissa une pièce dans la fente. L'homme de la Chevrolette mourut à 30 kilomètres de l'hôpital. Il ouvrit la bouche dans un dernier gargouillis, octa, puis ce fut fini. Hap prit le portefeuille de l'homme dans sa poche revolver et l'ouvrit. 17 $. Un permis de conduire de Californie au nom de Charles Campion. Une carte de l'armée, des photos de sa femme et de sa fille dans une pochette de plastique. Hap n'eut pas envie de regarder les photos. Il remit le portefeuille dans la poche du mort et dit à Carlos d'arrêter la sirène. Il était 9h10. La longue jetée d'Ogunkit, dans le Maine, s'avançait dans l'océan Atlantique. Aujourd'hui, elle lui faisait penser à un doigt gris, accusateur, et quand Franny Goldsmith gara sa voiture dans le parking public, elle aperçut Jess assis au bout de la jetée, à peine une silhouette dans la lumière de l'après-midi. Les mouettes pirouettaient en créaillant au-dessus de lui, carte postale vivante de la Nouvelle-Angleterre, et Franny se demanda si l'une d'elles oserait gâcher le tableau en lâchant une crotte blanche sur la chemise bleue immaculée de Jess Ryder. Après tout, c'était un écrivain, un poète. Elle savait que c'était Jess, à cause de son vélo 10 vitesses cadenassé à une barre de fer derrière la guérite du gardien du parking. Gus, un petit chauve bedonnant, venait déjà à sa rencontre. Le tarif était de 1 $ pour les visiteurs, mais Gus n'avait pas besoin de regarder l'autocollant résident dans l'angle du pare-brise de la Volvo pour savoir que Fran était du coin. Elle venait souvent ici. Oui, souvent, pensait Fran. En fait, c'est ici que je me suis fait mettre en cloque, sur la plage, 3 mètres au-dessus de la ligne de marée haute. Cher fœtus, tu as été conçu sur la pittoresque côte du Maine, 3 mètres au-dessus de la ligne de marée haute et 20 mètres à l'est de la digue. L'endroit est marqué d'une croix. Gus lui fit bonjour de la main. « Votre copain est au bout de l'acheter, mademoiselle Goldsmith. »« Merci, Gus. Ça va les affaires ?» demanda-t-elle. L'homme sourit et se tourna vers le terrain de stationnement. Il y avait peut-être 2 douzaines de voitures en tout et pour tout, la plupart avec des autocollants bleus et blancs résidents. « Pas beaucoup d'action, » répondit-il. « On est le 17 juin, c'est encore trop tôt. Mais attendez, dans 2 semaines, la municipalité va s'en mettre plein les poches. »« Oh, sûrement, » dit Fran. « Sauf si vous piquez la recette. » Gus éclata de rire et rentra dans sa guérite. Franny posa la main sur le métal chaud de sa voiture, retira ses tennis et mit ses sandales de caoutchouc. Grande, ses longs cheveux châtains retombaient sur un chemisier chamois. Jolie fille, longues jambes qui attiraient les regards. Beau châssis, comme disaient les étudiants, sauf erreur. Élue plus belle fille de l'université en 1990, s'il vous plaît. Elle se mit à rire d'elle-même, d'un rire un peu amer. « Tu en fais toute une histoire, se dit-elle, comme si le monde entier attendait cette nouvelle. » Chapitre 6. Esther Prynne annonce au révérend Dimmesdale l'arrivée imminente de Pearl. Non, ce n'est pas Dimmesdale, mais Jess Ryder, 20 ans, 1 an de moins que notre héroïne, la jolie Fran. Étudiant et poète,
Il suffisait de voir sa chemise bleue immaculée pour le savoir. Elle s'arrêta au bord du sable, sentit la douce chaleur baigner la plante de ses pieds à travers la semelle de caoutchouc de ses sandales. Au bout de la jetée, la silhouette lançait des galets dans l'eau. Spectacle divertissant, pensa-t-elle, mais surtout déprimant. Il joue les Lord Byron, solitaire mais heureux de l'être, contemplant l'immensité de la mer qui, loin, si loin, mène jusqu'au vieux continent. Mais moi, l'exilé, jamais... Et puis merde. Ce n'était pas tellement cette idée qui la dérangeait, mais plutôt ce qu'elle révélait sur son propre état d'esprit. Le garçon qu'elle croyait aimer était assis là-bas, et elle se moquait de lui dans son dos. Elle s'avança sur la jetée, sautillant gracieusement d'une pierre à l'autre. C'était une ancienne jetée qui faisait autrefois partie d'une digue. Maintenant, la plupart des bateaux de plaisance préféraient le côté sud de la ville, avec ses 3 marinas et ses 7 motels, où les clients venaient brailler tout l'été. Elle marchait lentement, essayant de se faire à l'idée qu'elle s'était peut-être fatiguée de lui en l'espace de 11 jours, depuis qu'elle avait su qu'elle était un petit peu en cloque, comme disait joliment Amy Lauder. Après tout, c'était lui qui lui avait flanqué un polichinelle dans le tiroir, non? Évidemment, elle l'avait un peu aidé, et pourtant elle prenait la pilule. La chose la plus simple du monde. Elle était allée à l'infirmerie du campus, avait dit au docteur que ses règles étaient douloureuses et qu'elle lui donnait plein de petits boutons plutôt moches. Et le médecin lui avait donné une ordonnance. En réalité, une provision de pilules pour un mois. Elle s'arrêta, au-dessus de l'eau cette fois. Les vagues commençaient à déferler autour d'elle. Elle se dit que les médecins de l'université devaient entendre parler d'histoires de règles et de boutons à peu près aussi souvent que les pharmaciens voient arriver des types qui prétendent acheter des capotes pour leurs frères, et peut-être même plus souvent par les temps qui courent. Elle aurait pu tout aussi bien lui dire « Donnez-moi la pilule, j'ai envie de baiser ». Elle avait l'âge, alors pourquoi jouer la Sainte-Nitouche? Elle regarda le dos de Jess et soupira. Parce qu'on prend l'habitude de jouer les Sainte-Nitouches, et elle reprit sa marche. De toute façon, la pilule n'avait pas marché. Quelqu'un, au contrôle de qualité des bons vieux laboratoires Auvril, s'était endormi sur son bouton, ou bien elle avait oublié d'en prendre une, et avait ensuite oublié qu'elle avait oublié. Elle s'approcha de lui sans faire de bruit, et posa les 2 mains sur ses épaules. Jess, qui tenait ses galets dans la main gauche pour les lancer de la droite, poussa un cri et bondit sur ses pieds. Les galets se répandirent partout, et il faillit bien faire tomber Franny dans l'eau. De justesse, il se rattrapa au moment où il allait faire lui-même un plongeon, tête la première. Fanny, partie d'un rire hystérique, recula un peu, les 2 mains collées sur la bouche, tandis que lui se retournait furieux. Un garçon bien bâti, cheveux noirs, lunettes à monture dorée, des traits réguliers qui, éternel regret de Jess, ne reflèteraient jamais tout à fait l'exquise sensibilité qu'il cachait en lui. « Tu m'as fait une sacrée peur, dit-il. « Oh, Jess, répondit-elle entre 2 éclats de rire. « Jess, je suis désolé, mais c'était si drôle. »« On a failli tomber dans l'eau, dit-il, en s'avançant vers elle, très fâché. Elle fit un pas en arrière pour garder ses distances, trébucha sur une pierre et se retrouva le cul par terre. Ses mâchoires claquèrent un bon coup sur sa langue, exquise douleur, et elle cessa net de glousser. Ce silence soudain, « Éteignez-moi, je suis une radio », lui parut encore plus drôle, et elle repartit d'un fou rire hystérique, en dépit de sa langue qui saignait copieusement et des larmes qui coulaient à flots de ses joues. « Ça va, Franny » demanda Jess en s'agenouillant à côté d'elle, inquiet. « Oh oui, je l'aime, pensa-t-elle, un peu soulagée. Et tant mieux. »« Tu t'es fait mal, Fran » redemanda-t-il. « Blessure d'amour-propre, rien de grave, » expliqua-t-elle, en le laissant l'aider à se relever. « Je me suis mordu la langue, tu vois ?» Elle lui tira la langue, attendant un sourire en récompense, mais Jess fronça les sourcils. « Merde, tu saignes vraiment beaucoup !» Il sortit un mouchoir, le regarda d'un air méfiant et préféra le remettre dans sa poche. Elle s'imagina rentrant au parking avec lui, main dans la main, jeunes amants sous le soleil d'été, son mouchoir fourré dans la bouche. Elle ferait un petit salut de la main au gardien, si gentil, et lui dirait quelque chose comme « Falouf, gauf !» Et elle repartit à rire, même si sa langue lui faisait mal et que le goût du sang dans sa bouche lui donna mal au cœur. « Regarde ailleurs, dit-elle. Je vais faire quelque chose qu'une jeune fille bien élevée ne doit pas faire. » Avec un petit sourire, il se couvrit les yeux d'un geste théâtral. Appuyée sur un bras, elle pencha la tête par-dessus le parapet et cracha. Rouge vif. Berk. Encore et encore.
Sa bouche parut enfin s'être vidée, et elle se retourna. Il la regardait entre ses doigts. « Je suis désolé, dit-elle. Je ne fais que des conneries. »« Mais non, répondit Jess, qui pensait visiblement le contraire. On va prendre une glace demanda-t-elle. Tu conduis, je paye. Marché conclu, répondit-il. Il se releva et l'aida à se mettre debout. Elle cracha encore une fois dans l'eau, rouge vif. Je m'en suis pas coupé un morceau quand même demanda Fran, inquiète cette fois. Peut-être, plaisanta Jess. As-tu senti que tu en avalais un bout? Dégoûtée, elle mit la main devant sa bouche. Oh, c'est pas drôle. Non, je suis désolé, dit-il. Tu t'es simplement mordu, Franny. Est-ce qu'il y a des artères dans la langue demanda-t-elle. Il rentrait maintenant, main dans la main. Elle s'arrêtait de temps en temps pour cracher par-dessus le parapet de la jetée, rouge vif. Oh non, elle n'allait pas avaler un morceau de ce truc, pas question. Non, il n'y a pas d'artère, répondit Jess. Tant mieux, dit-elle, avec un sourire rassurant. Je suis enceinte. Ah bon, fit-il. C'est très bien. Tu sais qui j'ai vu à Port? Mais il s'arrêta net et se retourna pour la regarder, le visage tout à coup très sérieux et très très attentif. Elle avait un peu de peine à le voir faire cette tête. Qu'est-ce que tu dis? Je suis enceinte, répéta-t-elle. Elle lui fit un grand sourire et cracha par-dessus le parapet, rouge vif. Tu me fais marcher? Non, pas du tout. Il la regardait toujours, puis ils se remirent en route. Quand ils traversèrent le parking, Gus sortit de sa guérite et les salua de la main. Franny lui répondit, et Jess aussi. Ils s'arrêtèrent au bord de la Nationale 1. Jess prit un coca et s'assit derrière le volant de la Volvo, tétant sa bouteille d'un air pensif. Fran l'envoya chercher un super banana split et elle s'adossa contre la portière, pas loin d'un mètre de banquette entre les deux, pour déguster à la petite cuillère les noix, la sauce à l'ananas et ce qui passait pour de la glace dans ce genre d'établissement. « Tu sais, les glaces, ici, c'est surtout des bulles, dit-elle. Tu savais ça? La plupart des gens ne le savent pas. » Jess la regarda sans rien dire. « C'est vrai, reprit-elle. Ces machines sont en fait d'énormes machines à bulles. C'est pour ça que leurs glaces sont si bon marché. J'ai lu un article là-dessus pour le cours de marketing. Comme quoi on peut vous faire avaler n'importe quoi. » Jess la regarda toujours sans rien dire. « Si tu veux une vraie glace, continua-t-elle, il faut aller chez un Italien. Là... » Mais elle éclata en sanglots. Il se laissa glisser sur la banquette et lui passa un bras autour du cou. « Ne pleure pas, Franny. Mon banana split est en train de couler, dit-elle entre deux sanglots. Il sortit à nouveau son mouchoir, d'une propreté douteuse. Franny ne pleurait plus, mais elle reniflait encore un peu. « Coulis de sang sur banana split suprême, dit-elle en le regardant, les yeux rouges. Je crois que je ne vais pas arriver à le manger. Je suis désolé, Jess. Tu veux bien le jeter? Certainement, répondit-il froidement. Il descendit de voiture et jeta la glace dans une poubelle. Il marchait d'une drôle de manière, pensa Fran, comme si on lui avait donné un bon coup là où ça fait mal au garçon. Mais après tout, c'était à peu près là qu'elle venait de lui donner un coup. Et d'autre part, eh bien, c'était à peu près la manière dont elle marchait quand elle avait perdu sa virginité sur la plage. Elle avait eu l'impression d'avoir l'entrecuisse tout irritée, comme un bébé à qui on ne change pas ses couches. À ceci près que les bébés ne se font pas cloquer. Jess reprit sa place derrière le volant. « Tu es vraiment enceinte, Fran » demanda-t-il brusquement. « Oui, vraiment, répondit-elle. « Mais comment c'est arrivé? Je croyais que tu prenais la pilule. »« 3 possibilités, répondit-elle. Le type du contrôle de qualité des bons vieux laboratoires Ovril dormait sur son bouton quand mes pilules sont passées sur le tapis roulant. Ou bien on vous donne à bouffer au restaurant universitaire des trucs qui vous fortifient le sperme. Ou bien j'ai oublié de prendre une pilule, et ensuite j'ai oublié que j'avais oublié. » Elle lui fit un petit sourire qui le glaça. « Ne te fâche pas, Fran, je te demandais simplement. »« Eh bien, si tu veux savoir, reprit-elle, une belle nuit d'avril, le 12, le 13 ou le 14, tu as mis ton pénis dans mon vagin et tu as eu un orgasme, ce qui t'a fait éjaculer des millions de spermatozoïdes. »« Oh, arrête, dit-il, pas besoin de... »« De quoi ?» demanda-t-elle. Apparemment froide comme la pierre, elle se sentait un peu perdue. Elle avait pourtant imaginé cette scène, mais elle ne se déroulait pas tout à fait comme prévu. « De te mettre dans cet état, dit-il timidement. Je ne vais pas te laisser tomber. »« Non, répondit-elle d'une voix plus douce.
À ce stade, elle aurait pu lui prendre la main, la tenir, cicatriser totalement la blessure, mais elle ne pouvait s'y résoudre. Il n'avait pas à vouloir qu'elle le réconforte, même s'il ne lui demandait rien, même s'il n'en était pas conscient. Elle comprit tout à coup que d'une façon ou d'une autre, le temps des rires, le bon temps était fini, ce qui lui donna envie de pleurer, mais elle put se retenir. Franny Goldsmith était la fille de Peter Goldsmith. Elle n'allait pas se mettre à brailler comme un veau dans le parking du Dairy Queen d'Ogunkit. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire demanda Jess en prenant une cigarette. Mais qu'est-ce que tu comptes faire, toi répondit-elle. Il frotta une allumette, et un instant, tandis que la fumée de la cigarette commençait à monter, elle vit clairement l'homme et l'adolescent sur ce même visage. Je n'en sais rien, dit-il. Il y a plusieurs possibilités, dit Fran. Nous nous marions et nous gardons le bébé. Nous nous marions et je ne garde pas le bébé. Nous ne nous marions pas et je garde le bébé. Ou... Oh, Franny, commença Jess. Ou nous ne nous marions pas et je ne garde pas le bébé. Ou je peux me faire avorter. Est-ce que j'ai bien pensé à tout? J'ai oublié quelque chose? Franny, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement parler? C'est pas ce qu'on est en train de faire. T'as eu ta chance. Mais tu as dit, je n'en sais rien. C'est tes propres mots. Je viens seulement de décrire les choix possibles. Naturellement, j'ai eu un peu plus de temps que toi pour faire le point. Tu veux une cigarette demanda-t-il. Non, c'est mauvais pour l'enfant. Oh, Franny, nom de Dieu! Mais pourquoi cries-tu demanda-t-elle doucement. Parce qu'on dirait que tu cherches à me faire autant de mal que tu peux, répondit-il. Je n'arrive tout simplement pas à croire que c'est ma faute. Tu n'y arrives pas fit-elle en haussant les sourcils. Miracle des miracles, la Vierge enfanta. Oh, arrête de jouer à ce petit jeu, dit-il. Tu m'as dit que tu prenais la pilule, je t'ai cru. Est-ce que c'est ma faute? Non, répondit-elle, mais ça ne change rien. Moi, j'ai l'impression que non, répondit-il tristement, en jetant sa cigarette à moitié consumée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On change de disque, Jess. Je viens de te dire quels sont les choix, selon moi. Je pensais que tu aurais peut-être une idée. Il y a bien le suicide, mais je n'y pense pas pour le moment. Alors si tu vois une autre solution, dis-la moi, et on en parle. On se marie, dit-il brusquement. Il avait l'air d'un homme qui vient de décider que le meilleur moyen de résoudre le problème du nœud gordien est de le trancher d'un bon coup en plein milieu. En avant toutes et attachez vos ceintures. Non, je ne veux pas me marier avec toi, dit-elle. On aurait dit que son visage était tenu par des boulons invisibles et que tous venaient tout à coup de se desserrer d'un tour et demi. L'image était si cruellement comique qu'elle dut passer sa langue meurtrie contre son palais rugueux pour ne pas avoir le fou rire. Elle n'avait pas envie de Jess. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il. « Je dois réfléchir à mes raisons, répondit-elle. Je ne veux pas t'en parler pour le moment, tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi. Tu ne m'aimes pas demanda Jess. Dans la plupart des cas, répondit-elle, l'amour et le mariage s'excluent mutuellement. Trouve autre chose. Il resta silencieux un long moment. Il jouait avec une autre cigarette sans l'allumer. Je ne peux pas, Franny, finit-il par répondre, parce que tu ne veux pas parler avec moi. Tu veux juste marquer des points. Un peu émue, elle hocha la tête. Tu as peut-être raison, mais j'ai perdu quelques plumes ces dernières semaines. Écoute, Jess, tu es vraiment un télo jusqu'au bout des ongles. Si on venait t'attaquer avec un couteau, tu voudrais absolument discuter le coup. Tu déconnes complètement, dit-il. Non, alors trouve une autre solution, dit-elle. Je peux pas, tu as réfléchi à tout. J'ai peut-être besoin de réfléchir un peu, moi aussi. D'accord, dit Franny. Tu veux nous ramener au parking? Je vais te laisser pour faire quelques courses. Il la regarda, stupéfait. Franny, je suis venu de Portland en bécane, c'est pas la porte à côté. J'ai pris une chambre dans un motel. Je pensais que nous allions passer le week-end ensemble. Dans ta chambre de motel? Oh non, Jess, répondit-elle. La situation a changé. Tu reprends ton 10 vitesses et tu pédales jusqu'à Portland. Et tu me rappelles quand t'auras réfléchi un peu. Rien de presse. Arrête de me faire marcher, dit-il. Non, Jess, c'est toi qui me fais marcher, lança-t-elle, furieuse cette fois. C'est alors qu'il lui donna une petite gifle sur la joue. Il la regarda, médusé. Oh, je suis désolé, Fran. On n'en parle plus, répondit-elle d'une voix blanche. Démarre. Ils revinrent en silence au parking. Les mains croisées sur le ventre, elle regardait les tranches d'océan que découpaient les villas juste à l'ouest de la digue.
On aurait dit des HLM, pensa-t-elle. À qui appartenaient ces maisons, dont la plupart étaient encore fermées et n'ouvriraient qu'avec le début officiel de l'été, dans moins d'une semaine? Professeur du MIT, médecin de Boston, avocat de New York, il y en avait de bien plus belles le long de la côte. Et quand les familles viendraient s'installer dans quelques jours, le plus bas QI sur Shore Road serait celui de Gus, le gardien du parking. Des enfants en vélo 10 vitesses, comme celui de Jess. Des enfants qui ont l'air de s'ennuyer, qui vont avec leurs parents au restaurant pour manger du homard avant de sortir au théâtre. Des enfants désœuvrés qui montent et descendent la rue principale, prétendant jouer les voyous dans la douce lumière du crépuscule d'été. Elle regardait les éclairs de cobalt entre les villas tassées les unes contre les autres, les yeux embrumés de nouvelles larmes, comme un petit nuage blanc qui pleurerait. Ils arrivèrent au parking. Gus leur fit un signe. Ils lui répondirent. « Je regrette de t'avoir donné une gifle, Franny, » murmura Jess. « Je ne voulais pas. »« Je sais, » répondit-elle. « Tu rentres à Portland ?»« Non, je reste ici ce soir et je t'appelle demain matin. Mais c'est à toi de décider, Fran. Si tu penses te faire avorter, je vais gratter les fonds de tiroir. »« Gratter ?» demanda-t-elle. « Pourquoi pas cureter? Tu fais de l'humour ?»« Non, pas du tout, dit-il. Je t'aime, Fran. » Il se glissa sur la banquette et lui donna un chaste baiser. « Je ne te crois pas, pensa-t-elle. Je n'en crois pas un mot, mais je vais faire comme si. Je peux bien faire ça. »« Parfait, dit-elle, très calme. »« Je suis au motel Lighthouse, dit Jess. Appelle-moi si tu veux. »« D'accord, répondit-elle. Elle s'installa derrière le volant, tout à coup épuisée. Sa langue lui faisait affreusement mal. Jess s'avança vers sa bicyclette, défit le cadenas et revint avec elle. « J'aimerais bien que tu m'appelles, Fran. »« On verra, répondit-elle, avec un sourire forcé. « Au revoir, Jess. » Elle mit la Volvo en première, fit demi-tour et traversa le parking pour prendre la route du front de mer. Elle voyait Jess, debout à côté de sa bicyclette, l'océan derrière lui, et pour la seconde fois de la journée, elle l'accusa mentalement de jouer sciemment un rôle. Cette fois, au lieu d'en être irritée, elle se sentit un peu triste. Verrait-elle encore l'océan, comme elle l'avait vu tant de fois avant que tout cela n'arrive? Sa langue lui faisait terriblement mal. Elle descendit un peu plus la vitre et cracha, tout blanc cette fois. Elle sentait le goût du sel de l'océan comme des larmes amères. Norme Bruette ouvrit l'œil à 10h15, réveillée par ses enfants qui se chamaillaient devant la fenêtre et par la radio qui beuglait dans la cuisine. En caleçon et maillot de corps, il s'avança vers la porte de derrière, l'ouvrit violemment et hurla à ses enfants. « Vos gueules !» Un instant de silence. Luc et Bobby tournèrent la tête, oubliant l'objet de leur dispute, un vieux camion rouillé. Comme toujours, lorsqu'il voyait ses enfants, Norm se sentait tiraillé. D'un côté, il avait de la peine à les voir si mal habillés, avec ces frusques de l'armée du salut, comme les petits nègres des quartiers pauvres d'Arnett. Mais en même temps, il sentait en lui une effroyable colère, une terrible envie de leur flanquer une formidable raclée. « Oui, papa !» dit Luc de sa petite voix d'enfant de 9 ans. « Oui, papa !» répéta Bobby, qui, lui, allait sur ses 8 ans. Norm resta là, un moment à les regarder, puis claqua la porte. Indécis, il contemplait le tas de vêtements qu'il avait portés la veille, tassés au pied du grand lit au ressort défoncé, là où il les avait laissés tomber. « Cette salope, songea-t-il, elle peut même pas accrocher mes fringues. »« Lila !» hurla-t-il. Pas de réponse. Il pensa vaguement rouvrir la porte pour demander à Luc où sa mère était encore partie. Le service social n'allait plus distribuer d'épicerie avant la semaine prochaine, et si elle était encore allée faire un tour au bureau d'embauche de Braintree, alors vraiment, c'est qu'elle était encore plus conne qu'un balai. Il ne prit donc pas la peine d'interroger les enfants. Il se sentait fatigué. Il avait mal à la tête, comme si on lui cognait sur les tempes. Pourtant, il n'avait pas la gueule de bois. Il n'avait pris que 3 bières chez App la veille. Quelle histoire, cet accident! La femme et le bébé, morts dans la voiture, l'homme, ce campion, qui avait crevé en route pour l'hôpital. Le temps que App revienne, la police était déjà venue et repartie, la dépanneuse aussi, et le fourgon du croque-mort de Bentry. Vic Palfrey avait signé une déposition pour tous les 5. Le croque-mort, qui était aussi le coroner du comté, avait refusé de leur dire ce qui avait pu arriver. « Mais ce n'est pas le choléra, avait-il précisé. Et n'allez pas faire peur aux gens en racontant que c'est le choléra.
On va faire une autopsie, et vous lirez les résultats dans le journal. Sale petit con, se dit Norm, en enfilant lentement ses vêtements de la veille. Son mal de tête commençait à lui faire voir 36 chandelles. Les mômes allaient la fermer, ou bien ils allaient se retrouver avec les 2 bras cassés. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'école toute l'année? Il pensa rentrer sa chemise dans son pantalon, mais y renonça, se disant que le président ne risquait pas de lui rendre visite ce jour-là. En chaussettes, il se traîna jusqu'à la cuisine. Le soleil, qui entrait à flot par les fenêtres du côté est, lui fit cligner les yeux. Au-dessus de la cuisinière, la vieille radio marchait à fond. Il fallait qu'on soit tombé bien bas pour que la radio du coin se mette à jouer du rock de nègre. Le poste lui cassait les oreilles. Norm le ferma. C'est ainsi qu'il vit le mot. Il le prit et plissa les yeux pour le lire. « Chère Norm, Sally Hodges a besoin qu'on garde ses enfants ce matin. Elle me donnera $1. Je rentre pour déjeuner. Et il y a des saucisses si tu veux. Je t'aime, mon amour. Lila. » Norm reposa le mot et resta là un moment, essayant de comprendre. Difficile avec ce foutu mal de tête. Garder des enfants, $1, pour la femme de Ralph Hodge. Les 3 choses se clarifiaient lentement dans son esprit. Lila était allée garder les 3 enfants de Sally Hodges pour gagner un foutu $, et elle lui laissait Luke et Bobby sur les bras. Bon Dieu, quelle merde, quand un homme doit rester chez lui et torcher ses mioches pour que sa femme aille se faire un foutu $. Même pas de quoi acheter 3 litres d'essence. Putain de vie. La colère qui montait lui fit encore plus mal à la tête. En traînant les pieds, il s'approcha du réfrigérateur, acheté à l'époque où il faisait encore des heures supplémentaires, et il l'ouvrit. La plupart des étagères étaient vides, à part quelques restes que Lila avait mis dans des boîtes de plastique. Il détestait ces petites boîtes. De vieux faillots, de vieilles pommes de terre, un reste de hachis. Pas de la bouffe pour un homme. Rien là-dedans, à part les petites boîtes de plastique et 3 vieilles saucisses ratatinées. Il se pencha pour les regarder, et ses tempes se mirent à battre encore plus fort. Ces saucisses, on aurait dit des bites de pygmées d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Va donc savoir où ils habitent, ces cons-là. De toute façon, il n'avait pas envie de manger. Pour dire la vérité, il se sentait même vachement malade. Il s'approcha de la cuisinière, frotta une allumette sur le bout de papier de verre cloué au mur, alluma le rond de devant et mit le café à chauffer. Puis il s'assit et attendit maussade. Juste avant qu'il ne bouille, il dut sortir à toute vitesse son tire-jus pour rattraper au vol un gros éternuement mouillé. Un rhume? Il ne manquait plus que ça. Pas un instant, il ne pensa à la morve qui coulait du nez de ce type, ce campion, la veille. App installait un nouveau pot d'échappement sur la scout de Tony Leominster. Assis sur une chaise de camping, Vic Palfrey le regardait faire en buvant une bouteille de Pepsi quand la cloche des pompes se mit à sonner. Vic cligna des yeux. « C'est la police, dit-il. On dirait ton cousin, Joe Bob. »« J'arrive, dit Ab. Il sortit de sous la scout, s'essuya les mains avec un vieux chiffon. Dehors, il éternua un bon coup. Il avait horreur de ces rhumes qu'on attrape en été, c'étaient les pires. Joe Bob Brentwood, un énorme gaillard qui mesurait pas loin de 2 mètres, faisait le plein de sa charrette. Derrière lui, les 3 pompes que Campion avait démolies la veille étaient sagement alignées, comme des cadavres de soldats. « Salut, Joe Bob, fit App. « App, mon beau salaud, répondit Joe Bob, en enclenchant la gâchette du pistolet et en coinçant le tuyau sous son pied. « T'as de la veine que ta baraque soit encore debout ce matin ?»« Oh merde, ça oui, dit App. Stu Redman a vu le type arriver et il a fermé les pompes. Mais il y avait des étincelles partout. »« Ouais, une veine de cocu, reprit Joe. « Écoute, App, je ne suis pas venu simplement pour faire le plein. »« Ah bon, fit App. Joe Bob tourna les yeux vers Vic, qui se tenait debout à la porte de la station-service. « Est-ce que ce vieux con était là hier soir ?»« Qui, Vic ?» demanda App. « Oui, il est ici presque tous les soirs. »« Et est-ce qu'il peut fermer sa gueule ?» demanda Joe. « Oh, je crois, » répondit App. « C'est un brave type. » La gâchette du pistolet de la pompe se déclencha. App rajouta encore 20 cents d'essence, puis raccrocha le pistolet. « Alors, qu'est-ce qui se passe ?»« Allons à l'intérieur, dit Joe. Le vieux doit entendre ça. Et si tu as un moment, téléphone aux autres, à ceux qui étaient là. » Ils entrèrent dans le bureau. « Bonjour, monsieur l'officier, dit Vic. Joe Bob répondit d'un signe de tête. « Tu veux du café, Joe ?» demanda App. « Non, pas maintenant, répondit-il.
Je ne sais pas trop si mes supérieurs aimeraient me voir ici. Je ne crois pas. Alors quand les autres vont se pointer, vous ne leur dites pas que c'est moi qui vous ai rencardé, d'accord? Et quels autres, monsieur l'officier demanda Vic. Les types du ministère de la Santé, répondit Joe. Nom de Dieu, c'était le choléra. Je savais que c'était ça, dit Vic. Hap regardait les deux hommes. Alors, Joe? Ouais, j'en sais rien, dit le policier, en s'asseyant sur une chaise de plastique. Ses genoux osseux lui arrivaient presque au menton. Il sortit un paquet de Chesterfield de son blouson et alluma une cigarette. Finnegan, le coroner, commença-t-il. Oh, c'est un petit con, l'interrompit Hap. Tu aurais dû le voir faire le dindon, Joe, comme s'il venait de bander pour la première fois. Taisez-vous tous, c'est moi le boss. Oh, un vrai sale con. Oui, je sais, c'est un tas de merde, dit Joe. Mais bon, il a demandé au docteur James de jeter un coup d'œil à ce campion. Ensuite, ils ont appelé un autre médecin que je ne connaissais pas. Et après, ils ont téléphoné à Houston. Et vers 3 heures ce matin, ils sont arrivés sur le petit aéroport à côté de Bentry. Mais qui ça demanda Hap. Des pathologistes, répondit le policier. 3. Ils ont tripatouillé les cadavres jusqu'à vers 8 heures. Je suppose qu'ils ont regardé dedans, mais je suis pas certain. Ensuite, ils ont téléphoné au centre épidémiologique d'Atlanta, qui va envoyer des types ici cet après-midi. Ils ont dit aussi que des ronds de cuir du ministère de la Santé allaient débarquer pour voir tous les mecs qui se trouvaient ici hier soir, et les types qui ont conduit l'ambulance à Bentry. Je sais pas, mais j'ai bien l'impression qu'ils veulent vous mettre en quarantaine. Bordel de merde, dit Hap. Mais le centre d'Atlanta, c'est un truc du gouvernement fédéral, dit Vic. Est-ce qu'ils enverraient tout un avion de fédéraux simplement pour un petit coup de choléra? J'en sais foutrement rien, répondit Joe Bob. J'ai pensé que je devais vous prévenir, à cause de ce que vous avez essayé de faire hier soir. Merci quand même, Joe, dit Harp. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, James et l'autre toubib? Pas grand-chose, répondit le policier, mais ils avaient l'air d'avoir une sacrée trouille. J'avais jamais vu des docteurs avoir autant la trouille, j'ai pas trop aimé. Un lourd silence s'installa. Joe Bob se dirigea vers le distributeur et prit une bouteille de Fresca. Un peu de gaz s'échappa en sifflant quand il fit sauter la capsule. Joe Bob se rassit et Hap prit un Kleenex dans une boîte qui traînait à côté de la caisse, s'essuya le nez et fourra le mouchoir dans la poche de sa salopette maculée de cambouis. « Et qu'est-ce que vous avez trouvé sur ce campion » demanda Vic. « On cherche encore » répondit Joe d'un air important. « Sa carte d'identité dit qu'il venait de San Diego, mais les papiers qu'on a trouvés dans son portefeuille étaient périmés depuis 2 ou 3 ans. Son permis de conduire, par exemple. Il avait aussi une carte de crédit Bank Americard de 1986, expirée elle aussi. On a trouvé aussi une carte de l'armée, et on cherche de ce côté-là. Le capitaine a l'impression que Campion n'habitait plus à San Diego, peut-être depuis 4 ans. Un déserteur demanda Vic, en sortant un énorme mouchoir rouge. Il se racla la gorge et cracha dedans. On ne sait pas encore, dit le policier. Ses papiers militaires disent qu'il s'était engagé jusqu'en 1997. Maintenant, quand il s'est pointé ici, il était en civil, avec sa petite famille, et à un sacré bout de la Californie. Alors moi... Bon, je vais prévenir les autres, dit Harp. Merci, Joe. Joe se leva. Oh, pas de quoi. Ne dites pas que c'est moi qui vous ai tuyauté, pas envie de perdre mon boulot. Vos potes n'ont pas besoin de savoir qui vous a rencardé, hein? Non, non, dit Hap. Joe Bob allait sortir quand Hap l'arrêta, un peu gêné. C'est 5$ tout rond pour l'essence, Joe. J'aimerais bien t'en faire cadeau, mais par les temps qui courent... Oh, pas de problème, répondit Joe, en lui tendant une carte de crédit. C'est la police qui paye. Et puis, comme ça, j'aurai une bonne raison d'être venu ici. Hap éternua 2 fois en remplissant le bordereau. Tu devrais prendre quelque chose, dit Joe. Rien de pire qu'un rhume en été. Oh, tu peux le dire, dit Hap. Et tout à coup, la voix de Vic s'éleva derrière eux. C'est peut-être pas un rhume? Ils se retournèrent. Vic avait un air bizarre. Quand je me suis levé ce matin, j'ai éternué et j'ai toussé au moins 60 fois, reprit Vic. Et j'avais un mal de tête carabiné. J'ai pris des aspirines. Ça va un peu mieux, mais mon nez continue à couler. Peut-être qu'on a attrapé, nous aussi, le truc de Campion, le truc qui l'a fait crever. Hap le regarda un long moment, et à l'instant où il allait lui expliquer par le menu que c'était strictement impossible, il éternua de nouveau. Joe les regarda tous les deux, l'air très sérieux.
Tu sais, ce serait peut-être pas une mauvaise idée de fermer la station-service, juste pour aujourd'hui. App lui lança un regard inquiet et essaya de se souvenir de toutes les raisons qu'il avait voulu donner tout à l'heure à Avik pour lui démontrer que ce qu'il disait était impossible. Mais il n'en trouvait plus aucune. Tout ce dont il se souvenait, c'est que lui aussi s'était réveillé avec un mal de tête et avec le nez qui coulait. Mais tout le monde attrape un rhume de temps en temps. Pourtant, juste avant que ce campion arrive dans les parages, il se sentait en pleine forme. Oui, en pleine forme. Les 3 enfants de Hodges avaient 6 ans, 4 ans et 18 mois. Les 2 plus jeunes dormaient. L'aîné était dans la cour, en train de creuser un trou. Assise dans le living, Lila Bruette regardait la télé. Elle espérait bien que Sally ne rentrerait pas avant la fin de l'émission. Ralph Hodges avait acheté une grosse télécouleur à l'époque où les affaires ne marchaient pas trop mal à Arnett. Lila adorait regarder la télé l'après-midi, surtout la télé en couleur. C'était tellement plus joli. Elle tira une bouffée de sa cigarette, mais renvoya aussitôt la fumée, secouée par une quinte de toux. Elle se rendit dans la cuisine pour cracher dans l'évier toute la cochonnerie qui lui était remontée dans la bouche. Elle s'était réveillée avec un rhume, et toute la journée elle avait eu l'impression qu'on lui chatouillait le fond de la gorge avec une plume. Puis elle revint dans le living, après avoir jeté un coup d'œil par la fenêtre du couloir, pour s'assurer que Bert Hodges ne faisait pas de bêtises. Un message publicitaire maintenant, 2 bouteilles de produits désinfectants qui dansaient au-dessus d'une cuvette de WC. Lila regarda distraitement autour d'elle. Elle aurait bien voulu que sa maison soit aussi jolie que celle-ci. Sally avait un hobby. Elle coloriait des images du Christ en petites cases numérotées. Ses peintures, joliment encadrées, tapissaient tout le living. Elle aimait surtout la plus grande, celle de la dernière scène, derrière la télé. 60 couleurs différentes, et à l'huile, lui avait dit Sally. Près de 3 mois de travail, une véritable œuvre d'art. Au moment où l'émission reprenait, Cheryl, le bébé, commença à hurler, un vilain bruit rauque entrecoupé de quintes de toux. Lila posa sa cigarette et se précipita vers la chambre. Eva, la petite de 4 ans, dormait à poing fermé, mais Cheryl était couchée sur le dos dans son berceau et son visage était devenu tout violet. Lila n'avait pas peur des maladies infantiles, ses enfants les avaient eues. Elle prit la petite par les pieds et lui donna de bonnes tapes dans le dos, ignorant totalement si le docteur Spock recommanderait ou non ce traitement, pour la bonne et simple raison qu'elle ne l'avait jamais lu. Mais il parut donner des résultats. La petite Cheryl poussa un croassement et cracha une quantité étonnante de mucosité jaunâtre qui firent une flaque par terre. « Ça va mieux » demanda Lila. Un chuintement lui répondit, et la petite se rendormit presque aussitôt. Lila essuya la flaque avec un Kleenex. Elle n'avait jamais vu un bébé cracher autant de morve d'un seul coup. Puis elle se rassit devant la télévision. Elle alluma une autre cigarette et éternua à la première bouffée, puis se mit elle aussi à tousser.